Et salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je fais un test sans caméra, juste avec le nouvel habillage. J'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo parce que je travaillais sur l'habillage, j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous convient ou voilà, si vous écoutez qu'en audio ça vous changera pas grand chose, mis à part que le son devrait être de meilleure qualité maintenant. Et bah pour ceux qui regardent d'habitude la vidéo, dites-moi si ça vous dérange ou quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas pour l'instant on est parti là-dessus. J'espère que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui, petite vidéo de top. Voilà, c'est la fin d'année, on y va relax, on va faire une vidéo top. Et dans quelques jours sortira aussi la vidéo flop, parce que cette année il y en a. Plutôt des jeux qui m'ont déçu, on va dire. Mais aujourd'hui, je vous ai préparé un top 5. Donc on va tout d'abord regarder un petit peu sur mes tops de l'année dernière, est-ce qu'ils ont été confirmés ou pas. Et puis ensuite top 5 et on finira par un petit bonus. Allez, on s'accroche à ce qu'on peut, on est parti pour mon top 5 JDR 2022. Dans mes tops de l'année dernière, je vous avais mis Cœur Vaillant, je vous avais mis 13e âge et Against the Dark Master. Alors je vous confirme les 3 potentiels des 3 jeux, j'ai fait les tests avec les 3, j'ai joué tous les 3 et ça a très bien été. Donc Cœur Vaillant, bon celui-là j'avais déjà joué quand je vous l'ai présenté au niveau du top et vous avez d'ailleurs la critique sur la chaîne. Mais je vous confirme que c'est toujours un super jeu, je le fais jouer à des débutants complets au jeu de rôle, voilà, et des gens qui n'ont jamais joué. Ils ont des fois un peu de mal à comprendre au début, voilà, quand on commence à expliquer les différentes règles et tout, ça leur paraît super lourd, mais finalement, en fait, ils rentrent dedans comme ça, il n'y a pas trop de capacité et ça va vraiment très bien. Donc pour moi, c'est un jeu parfait pour le médiéval fantastique avec des débutants. Je ne l'ai pas encore fait jouer à des gens qui connaissent vraiment bien le jeu de rôle. Bon, mis à part le petit actual play sur la chaîne, mais voilà, je ne l'ai pas fait jouer à d'autres personnes. Mais en tout cas, pour l'instant, tous ceux que je connais, avec qui j'ai joué, ont aimé. Il y en a que je connais qui n'ont pas aimé, mais je n'ai pas joué avec eux. Donc voilà, Cœur Vaillant, c'est validé. 13e âge, oh que dire, quel coup de cœur, mon Dieu, c'est tellement bien. 13e âge, on a fait un scénario et je regrette de ne pas pouvoir en faire plus. Malheureusement, j'avais pas le temps de me lancer sur une campagne ou quoi en 13e âge, mais c'est absolument extraordinaire. J'ai adoré, mes joueurs et mes joueuses ont adoré aussi. Franchement, je ne demande qu'à en refaire, c'est un jeu super. Actuellement, il y a le playtest qui est en cours de la deuxième édition qui devrait être financé l'année prochaine ou qui sortira l'année prochaine. Je sais plus si c'est un financement, je crois que oui. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment super jeu, gros coup de cœur. Je vais sûrement le faire jouer aussi avec la version playtest. Il faut que je monte d'ailleurs une table sur le Discord. Donc si vous n'êtes pas sur le Discord et que ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. On verra si on peut faire jouer ça. Et pour Against the Dark Master, ma foi, c'est pareil. Quel gros coup de cœur lui aussi. Je n'en suis toujours pas revenu. C'est vraiment un jeu extraordinaire que je fais jouer régulièrement, mais pas assez à mon goût, encore une fois, juste par question de temps. Mais c'est vraiment un jeu génial. La VF vient de sortir, vous pouvez désormais l'acheter, il me semble, sur le site de Leto. Si vous l'avez backé, elle devrait arriver chez vous en France. Moi, malheureusement, au Québec, je ne l'ai pas encore. J'ai pas de notification d'expédition, donc je ne sais pas du tout où ça en est. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la VF, mais j'ai la VO. Et j'ai aussi backé la campagne qui va sortir en VO, normalement l'année prochaine. Mais bon, avec les Kickstarter, prévoir un des 4 mois de retard, normalement, si tout va bien. Et ce dé peut vite augmenter, surtout dans un système open-ended. Donc c'est un dé explosif, très certainement. Voilà, on verra avec cette campagne. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu super pour lequel je suis en train d'écrire un petit peu scénario et campagne à prévoir. Voilà pour les 3 coups de cœur de l'année dernière. On peut passer maintenant au top en soi. Numéro 5, allez, c'est parti. En 5e position, j'ai décidé de mettre Death in Space. Death in Space, vous avez la critique sur la chaîne, c'est un jeu de science-fiction OSR, c'est édité chez Free League, et c'est un jeu que je trouve extraordinaire à plus d'un titre. Pour ne rien vous cacher, il m'a fait grande impression. Il m'a mis une petite claque. J'ai backé il y a quelques temps Vazgrim que j'ai reçu depuis. Et maintenant, Vazgrim, je le trouve insipide à côté d'un Death in Space. Mothership, je l'ai backé et j'en suis à deux doigts de regretter parce que Death in Space correspond à ce que je voulais. Bon, l'avantage que je verrai avec Mothership, c'est tout le contenu tiers et les modules d'aventure qui sont vraiment bons. Mais voilà, Death in Space m'a mis une claque au niveau de son système de jeu qui est très simple mais complet. Mais c'est pas tellement la mécanique de résolution qui m'intéresse, c'est tout ce qui est proposé à côté. Alors, pour comprendre mon coup de cœur, il faut comprendre que moi j'aime bien quand un univers répond à la mécanique et que la mécanique répond à l'univers et voilà, tout ce qui est proposé forme un tout. Et mine de rien, c'est pas si courant que ça. On a souvent un univers et une mécanique qui est posée
bon, je ne veux pas dire 5e édition, mais vous avez compris, une mécanique qui est posée dessus qui ne va pas forcément répondre à l'univers. Et moi, j'aime bien quand tout se répond. Et pour Death in Space, c'est exactement ça. On a un univers qui a des thèmes forts, des enjeux assez importants. Le fait qu'il soit OSR, ça match pas mal avec l'univers, le fait que ce soit dur, etc., qu'il y ait beaucoup d'aléatoires, tout ça, ça vient répondre à l'OSR, donc l'univers répond à son côté OSR. Alors, est-ce que l'univers a été fait en sachant que ça allait être un jeu OSR? Très certainement. Et pareil après pour tout ce qui est mécanique de jeu, ça reste simple comme dans les codes de l'OSR, mais ça répond aussi à son univers. Il y a vraiment un côté très très intéressant que j'ai trouvé. Le jeu raconte vraiment quelque chose autant dans son univers que dans ses mécaniques, ne serait-ce juste que les mécaniques de la mort par exemple. Voilà, je vous rappelle quand même que quand vous mourrez dans Death in Space, vous ne faites pas juste mon personnage il meurt là, vous allez raconter la fin de sa vie, voilà, comment est-ce qu'il va lui arriver quelque chose. Donc mettons que vous mourrez en plein combat, et oui d'accord il est touché, il est à 0 point de vie, vous allez recréer un nouveau perso, mais par contre en tant que joueur ou joueuse, vous allez raconter comment votre personnage finira par mourir. Donc par exemple, oui il est sorti du combat, il n'y avait pas eu de problème, par contre lors d'une opération de maintenance, il s'est fait frapper par un débris dans l'espace ou quelque chose comme ça et il est mort comme ça. Et juste, bon là je l'explique rapidement, vous avez la critique sur la chaîne si jamais ça vous intéresse, mais juste le fait d'inclure ce genre de choses, ça permet de pousser un petit peu plus loin les curseurs. Voilà, il y a vraiment un truc que je trouve très très sympa dans sa narration, dans ses mécaniques, dans son univers, qui est à la fois simple mais complet aussi et qui laisse quand même pas mal de place pour y planter sa graine, on va dire. Faire ces choses, faut pas que je dise ça au Québec, planter sa graine, mais voilà, faire ces choses, apporter sa propre touche. Donc voilà, c'est un jeu de science-fiction qui m'a mis une grosse claque et je le place 5e dans mon top parce qu'il y a eu mieux. Au suivant. Numéro 4, celui-là va te plaire. À cette position, j'ai décidé de ne pas vous mettre un jeu, mais de vous mettre une campagne. Et pas une campagne pour n'importe quel jeu, c'est une campagne pour Donjons et Dragons 5e édition, la campagne Out of the Abyss, écrite par Green Running. Alors, c'est une campagne que je trouve vraiment très bien. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, comment. Mais tout d'abord, il faut savoir que moi, j'aime les thèmes un peu plus matures, un peu plus durs, voilà, les thèmes un peu plus dark. Et cette campagne est vraiment ce que j'aime. Voilà, c'est dur, c'est sombre, c'est des thèmes matures. C'est des choses un petit peu dégueulasses, dégoulinantes, voilà, des choses un petit peu comme ça. Et je trouve que, mine de rien, en 5e édition, c'est ce que j'ai trouvé, ce qui allait le plus loin dans le genre. Voilà, j'ai pas encore lu Curse of Strahd, je vous l'ai présenté dans un des ballons il y a quelques temps, mais je suis pas encore allé dedans. Mais Out of the Abyss, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai trouvé de mieux dans le genre. Et je la trouve vraiment très bonne. Les choses qui se passent dedans, les rencontres telles qu'elles sont faites, les possibilités telles qu'elles sont présentées, les PNJ tels qu'ils vous sont décrits, je trouve ça vraiment très bon. Je suis actuellement en train de la faire jouer, on joue toutes les semaines, tous les lundis, pour être tout à fait honnête avec vous, et je ne suis jamais déçu. C'est une campagne qui est assez dure par contre, que je déconseillerais à tout maître de jeu débutant. Il faut quand même savoir à peu près où est-ce qu'on met les pieds. C'est une campagne qui est assez longue à préparer aussi, il y a beaucoup de PNJ. C'est peut-être un reproche qu'on pourrait lui faire, mais voilà, on commence la campagne directement, vos PJ sont en compagnie d'une dizaine de PNJ. Ça fait beaucoup de voix à prendre et de personnalités différentes à souvenir, de noms différents, puis des noms pas forcément simples en plus. Mais voilà, hormis ce petit truc que moi j'aime bien, mais c'est pour ça que je la déconseillerais. Du moins aux débutants, c'est vraiment tout ce qui s'y passe est vraiment très bon et c'est une campagne qui est très dure. Moi je l'ai même durci, j'ai durci les règles un peu de la 5e, j'ai utilisé des variantes pour les repos longs, etc. Ce qui fait que les joueurs doivent réfléchir pour s'en sortir, ils doivent vraiment faire attention à ce qu'ils font, ils peuvent vite se retrouver un peu très affaiblis et c'est une campagne qui est assez mortelle par contre, vraiment, quand on voit au niveau 2, parce qu'en plus ça utilise le système par XP, j'ai vraiment voulu maintenir le système proposé, donc c'était par point d'expérience et non pas par milestone, ce que j'utilise d'habitude. Et donc là, en point d'expérience, quand on se rend compte que si tu vas à gauche au lieu d'à droite, tu te retrouves contre des ennemis où tu n'as vraiment pas le niveau pour les affronter, il faut vraiment faire attention et voilà, vos joueurs peuvent vraiment y passer facilement.
Moi j'aime bien parce que ça me permet, évidemment mon but c'est pas de tuer les joueurs, mais ça me permet de montrer le danger aussi, et les joueurs ne se sentent pas forcément très rassurés non plus. Par contre ouais, il faut vraiment jouer avec vraiment les règles, donc les composants pour les sorts, les repos longs, moi je l'ai mis en place que si on est dans une zone sûre et qu'on se sent en sécurité, ce genre de choses. Et ça roule très bien, et je pense que mes joueurs sont assez contents, ils sont assez surpris aussi des choses qu'on voit dedans, parce qu'il faut savoir que ça se passe dans l'Outre-Terre, donc c'est pas si commun que ça d'y aller en 5ème édition dans les campagnes déjà sorties, d'après ce que les autres ont pu me dire. J'ai pas lu toutes les campagnes en 5ème édition, donc excusez-moi si j'ai quelques approximations, mais voilà, en tout cas c'est une campagne que je trouve vraiment très très bonne, qui va du niveau 1 au niveau 15, mais qu'on peut très facilement emmener jusqu'au niveau 17 je pense, sans aucun problème, si vous êtes des joueurs qui prennent un peu le temps, donc ça va vraiment haut. En plus de ça, c'est pas très cher, je l'ai payé 34 $ sur Amazon, mais je l'ai payé 34 $, donc vraiment, si vous avez l'occasion, foncez lire ça. Les illustrations sont pas forcément les plus extraordinaires, il y a beaucoup de styles différents qui se côtoient les uns les autres, mais pour le reste, niveau narration, intrigue proposée, bac à sable, c'est vraiment très très bon. Donc je vous conseille Out of the Abyss pour Donjons Dragons 5ème édition, et on se reparle bientôt sur la chaîne, enfin bientôt, quand je l'aurai terminé. Numéro 3, on est déjà sur le podium. Oh, oh, oh. Bien, on attaque un petit peu les choses sérieuses. Donc sur la 3ème marche du podium, j'ai décidé de vous mettre 2300 AD, ou 2300 AD pour les plus francophones d'entre vous. Et c'est sorti chez Mongoose Publishing. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un jeu en soi, c'est un univers pour Traveler, donc qui utilise les règles de Traveler. Alors ce n'est en aucun cas relié au reste de la gamme Traveler, mis à part pour les règles. Mais en gros, ce que ça raconte, l'humanité a connu une grosse période de crise. Sur Terre, il y a quelques temps, il y a eu des cataclysmes, voilà, un peu ce qu'on vit aujourd'hui, des maladies, des choses comme ça. L'humanité a failli disparaître, mais a quand même réussi à survivre. Grâce à la France, notamment, qui a le beau rôle dans cet univers-là, eh bien, l'humanité a su se relever et à se refaire une santé, on va dire. Voilà, les différentes nations ont été aidées à la base par la France, puis ensuite, voilà, tout le monde s'est un peu entraidé, tout le monde va bien, jusqu'à ce que on commence à vouloir retourner dans l'espace, et puis qu'on commence à acquérir la technologie pour aussi conquérir de nouvelles planètes, notamment pour voyager plus rapide que la lumière, ce genre de choses. Ça existe déjà dedans, mais on est quand même sur un niveau de technologie qui déjà n'est pas le même pour tout le monde sur Terre. On a des nations qui peuvent à peine aller dans l'espace, d'autres qui voyagent entre les planètes. Il y a une tension géopolitique assez grande parce que, évidemment, on commence aussi à rencontrer des peuples extraterrestres, on commence à visiter de nouveaux mondes, à s'installer des colonies et tout. Et donc moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est les possibilités qui étaient données par le jeu. Pourquoi? Et je vais expliquer certaines petites choses. Déjà, je vous ai dit, toute la Terre, les différentes nations n'ont pas forcément le même niveau de technologie. Et donc, qui dit pas même niveau de technologie, ça veut aussi dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes tabous, ou du moins le même niveau d'acceptation des choses dues à la technologie. Par exemple, le transhumanisme, ou tout ce qui va être le fait de modifier son corps grâce à la cybernétique, etc. Eh bien, il y a des nations pour lesquelles ça va être un petit peu tabou, d'autres qui vont l'accepter, d'autres qui vont baser leur colonie là-dessus. Donc, il y a différents modes de colonisation des planètes, soit avec la modification génétique, soit en adaptant leur corps. D'autres qui vont plutôt aller construire des bases dans lesquelles les humains vont pouvoir survivre et puis vivre sur ce monde un peu dur. Donc, on a déjà d'autres niveaux d'approche. Ça m'a rappelé beaucoup Eclipse Phase, notamment. Autre chose qui m'a vraiment plu, ce sont les possibilités qui sont offertes par l'univers en termes de campagne. Donc on pourrait très bien imaginer de jouer une campagne militaire dans laquelle on va incarner des soldats qui vont sur une planète pour dégommer des extraterrestres. Imaginez un petit peu Starship Troopers si vous voulez. En plus on est à peu près sur le même niveau de technologie, je pense, de ce que j'ai en tête. En plus les illustrations ressemblent quand même vachement à Starship Troopers. Donc on peut faire des campagnes militaires, on peut faire des campagnes d'exploration dans lesquelles on va aller trouver des ruines extraterrestres, on va pouvoir trouver des nouveaux peuples aussi, pourquoi pas négocier des accords de paix, d'alliance, empêcher des guerres entre les deux peuples, etc. etc. On va pouvoir faire des campagnes aussi de colonisation, donc s'installer sur une nouvelle planète, les possibilités qui pourraient être données. Bref, j'ai trouvé un gros bac à sable, mais surtout le point majeur, c'est que c'est vraiment abordable pour n'importe qui.
C'est assez court. La boîte de base qui est sortie chez Mongoose, elle est composée de 3 livrets. Vous avez un livret qui vous présente l'univers, les mondes, etc. Vous avez un livret pour les véhicules, les vaisseaux spatiaux, etc. Et un livret pour tout ce qui est création de personnages spécifiques à 2300 AD. Évidemment, vous allez avoir besoin du livre de règles de Traveler pour pouvoir le faire jouer, mais c'est assez court au final. Vous avez une boîte et vous êtes capable de jouer dans cet univers pendant des années juste avec ça. Depuis, ils ont sorti quelques petites extensions, des petits suppléments, mais rien de majeur non plus. Et donc, ça vous fait une porte d'entrée plus simple que le reste de la gamme Traveler si vous voulez vous mettre à Traveler. Et voilà, moi j'aime bien. Et aussi le fait que la technologie soit un petit peu plus basse, ça permet aussi d'autres choses. Parce qu'on peut avoir un vaisseau qui voyage plus vite que la lumière à côté d'une fusée à poudre, comme on a aujourd'hui. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur tous les niveaux de technologie ne se valent pas dans cet univers. Et j'aime bien ce contraste. Allez, on s'accroche encore un petit peu, c'est bientôt la fin avec le numéro 2. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Donjons et Dragons 4ème édition. Alors, ça peut vous surprendre, et pourquoi est-ce que 4ème édition ? Eh bien, c'est devenu mon édition préférée de Donjons et Dragons. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Alors, je vous explique un petit peu. Moi, la 4ème édition, j'en avais entendu la même chose que tout le monde, c'est-à-dire que c'est une édition horrible, injouable, qui voilà, propose des combats de 5 heures par soir et tout. Bref, c'est très, très lourd mécaniquement, machin. Et finalement, moi, en le testant, j'ai trouvé ça vraiment pas si compliqué. Oui, c'est un peu long, c'est tactique, ça c'est sûr. C'est très tactique, mais j'ai trouvé ça vraiment pas compliqué et tout très bien expliqué. C'est ce qui m'a vraiment plu aussi dans ce jeu. Mais déjà, je vous partage ça un petit peu. Moi, j'ai la 4ème en version française, donc j'ai pas, pour les plus connaisseurs, j'ai pas la version Essentials. C'est vraiment l'édition qui était sortie chez Play Factory à l'époque en VF. Je suis tombé dessus par hasard dans un magasin de jeux vidéo. Il y avait un bac avec des bouquins et je suis passé devant le magasin. J'ai vu le bac et je vois Donjon. Je me suis approché. J'ai vu que c'était la 4ème édition en français. Je pense que c'est pour ça que je l'ai prise. Je voulais me faire une idée sur cette édition que j'en avais toujours entendu du mal, sauf par David, sauf par Franck du podcast Anonyme déjà, et par David ensuite, que vous pouvez voir dans l'actual play L'Héritage des Tempêtes, qui aime bien la 4ème édition, qui aime beaucoup. Et donc, je vais me faire un avis. J'étais aussi en pleine lecture de 13e âge et beaucoup de monde me disait que ça ressemblait à la 4ème. Donc, voilà, j'ai voulu me faire mon avis là-dessus. Et vraiment, j'ai pas été déçu. C'est à la lecture, au début, j'avoue que j'étais un peu décontenancé. Je m'attendais pas forcément à ça. Mais la maquette est très bien. Les illustrations, faut aimer, mais les illustrations vont à fond dans la proposition ludique. Et justement, c'est aussi un autre point qui m'a plu. La 4ème vous propose quelque chose et va à fond dedans. On va jouer du super-héros médiéval fantastique. Ok, go. Et on va à fond là-dedans et on joue du super-héros médiéval fantastique. Mais en jeu, moi je l'ai testé, on a fait un scénario sur plusieurs sessions avec David en maître de jeu, donc j'ai été joueur et j'ai trouvé ça vraiment pas si compliqué que ça. C'est assez clair, la feuille de personnage est claire aussi, le fait que les pouvoirs soient des pouvoirs à volonté, quotidiens, par rencontre, moi ça m'a pas posé de problème, je trouve ça plus clair. Par contre, effectivement, c'est expliqué avec des termes techniques. Moi j'aime bien, je peux comprendre qu'il y en ait que ça aidait plus, mais en tout cas voilà, je trouvais ça cool. La maquette elle est cool, les illustrations sont vraiment bien, et puis dernière chose, le format, ça c'est un truc que je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été repris. Si vous trouvez une aventure en 4ème édition, je vous conseille de regarder ça. En gros, c'est un format un peu bouclette. Vous ouvrez comme un dossier et dedans vous avez vos livrets d'aventure, les pré-tirés s'il y en a, les battle maps. Bref, c'est un tout en un. Je trouve ce format absolument génial. Donc non, franchement, 4ème édition, j'ai vraiment adoré. Je pense que je lui préférais 13e âge, je vais dire 4ème âge, mais pas du tout. Parce que les deux jeux se ressemblent vraiment, hein. La proposition ludique, je trouve que c'est la même. Je pense que je préférais 13e âge pour certains aspects de règles un peu plus narratifs. Voilà, le One Unit Thing et tout ça de 13e âge. Mais à côté de ça, j'ai vraiment adoré la 4ème édition et honnêtement, j'ai vraiment envie d'en refaire. J'ai envie de repartir quelque chose là-dessus. Je ne sais pas encore quoi, mais peut-être sur la chaîne, comme je vous avais demandé dans le petit formulaire, le petit sondage, à l'époque où j'ai sorti la vidéo annonçons.
Mais la quatrième, ça m'a vraiment plu. J'ai investi un peu dans la gamme. J'essaie de trouver les bouquins un peu à droite à gauche quand je peux. L'avantage, c'est que ça coûte pas grand-chose. Donc vraiment, non, c'est vraiment cool la quatrième édition. Franchement, si on vous dit que c'est nul, machin, faites-vous votre propre avis. Je peux comprendre que ça déplaise sur certains points, mais chez moi, ça a très très bien marché. Et enfin, pour terminer, le moment que vous attendez tous, le winner numéro 1. Et enfin, il faut que je vous parle de Traveler. Alors, Traveler, ce fut pour moi une révélation sur plusieurs points. Alors, il faut que je précise déjà pour les plus connaisseurs d'entre vous, je possède la version Mongoose en deuxième édition, dans sa version Update 2022 qui est sortie en 2021. J'espère que vous suivez toujours. Donc, je précise parce qu'il y a d'autres versions de Traveler qui existent en parallèle de cette V2, mais là on parle vraiment de la version Mongoose deuxième édition. Donc, c'est un jeu de science-fiction qui date maintenant de plusieurs décennies, c'est un des premiers jeux de science-fiction, et ça a été une révélation pour moi. Révélation à plus d'un titre, c'est un peu l'effet Against the Dark Master, mais pour la science-fiction. J'ai enfin trouvé chaussure à mon pied en matière de science-fiction. Je pourrais y passer des décennies, je pense, sans m'ennuyer. Alors, c'est un petit peu un tout, ok ? Je vais commencer déjà par le système de règles. Il est simple, il peut être simulationniste, il peut être plus compliqué. Il y a vraiment une granularité adaptable. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Le système de création de personnages, mais c'est juste du génie. On en reparlera sur la chaîne et c'est le jeu que j'ai envie de faire jouer en ce moment. C'est le jeu qui me motive à faire des parties, à lancer des campagnes, etc. Je trouve rien à redire. Peut-être les illustrations, c'est des fois des trucs 3D qui ne sont pas forcément du meilleur effet. Mais Traveler, c'est vraiment une révélation chez moi. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un passionné de science-fiction. C'est mon genre préféré. Et c'est le jeu auquel je rêvais depuis que j'étais enfant. Voilà, si j'avais connu avant, j'aurais peut-être jamais fait d'autres choses, j'en sais rien. Mais c'est enfin ce que j'attendais. Il répond à toutes mes demandes. Et surtout, il y répond aussi par ses différents suppléments, puisque tout à l'heure je vous en ai un petit peu parlé, mais Traveler, c'est un système de règles qui, de base, vient sans aucun univers. Alors c'est un petit peu comme Donjons & Dragons, hein, il vient sans aucun univers, mais le Third Imperium est quand même sous-entendu derrière. C'est un peu l'univers par défaut de Traveler, tout comme les Royaumes Oubliés sont désormais le setting par défaut pour la 5e édition. Mais de base, il n'y a pas d'univers qui vient. Eh bien, Traveler, c'est pareil avec le Third Imperium, que je ne vais pas m'amuser à vous résumer ici parce que ça serait vraiment trop long. Je vous conseille une vidéo sur YouTube qui parle très bien de Traveler, c'est la vidéo de Icosaèdre, qui ont fait vraiment un travail fabuleux. Il y a même une interview de Mark Miller, donc qui est le créateur de Traveler. Donc je vous conseille d'aller la voir. Malheureusement, ils font plus trop de vidéos, c'est bien dommage, les gars, vous nous manquez. Mais vraiment, le Third Imperium, c'est à la fois un énorme bac à sable qui a énormément de contenu disponible. C'est une gamme avec beaucoup de suppléments. Il y a des suppléments de factions, des suppléments de scénarios, des campagnes, des choses pour étendre les possibilités en termes de combat de vaisseaux, par exemple. Voilà, il y a énormément de suppléments. J'en ai acheté beaucoup, peut-être même un peu trop, mais j'ai beaucoup de suppléments de Traveler. Moi, je les trouve tous passionnants, honnêtement. Les aventures sont toutes bien, elles n'ont pas forcément toutes le même niveau, on s'entend, mais elles sont toutes au moins bien. Il y en a que j'ai trouvé géniales. Et les campagnes pour ce jeu sont extraordinaires. J'en ai deux, Deep Night Revelation et Pirate of Dreanax, que vous voyez souvent sur les vidéos quand j'étais en caméra, vous la voyez en haut à gauche. Vraiment, j'ai pas de mots. Ça fait partie des 2 meilleures campagnes que j'ai lues de ma vie. C'est extraordinaire. Honnêtement, c'est le coup de cœur de ma vie, je crois. En termes de science-fiction, je ne trouverais pas mieux et j'ai pas envie de trouver mieux. J'ai trouvé chaussure à mon pied, enfin. Vous savez, on dit souvent, enfin en tout cas je disais souvent que j'arrêterais d'acheter des jeux de rôle le jour où j'aurais trouvé chaussure à mon pied. Et honnêtement, ce jeu-là me reposer plein de questions que j'aborderai dans une autre vidéo, mais je pense qu'en termes de science-fiction, je vais acheter la gamme Traveler au complet et je n'achèterai pas d'autres jeux de science-fiction, du moins pour l'instant, c'est pas prévu dans la même proposition ludique, j'entends. Mais autant le système de règles, les aventures, tout me convient. J'ai assez de suppléments pour me noyer avec, donc honnêtement,
C'est un jeu absolument formidable. Je vous conseille de regarder la vidéo de Icosaèdre. Et nous, on en reparle bientôt sur la chaîne. Et j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire jouer un actual play de Traveler. Peut-être la campagne Deep Neck Revelation sur la chaîne. Donc écoutez, en 2023, ça risque d'en reparler beaucoup de Traveler. Et voilà, c'était le top 5. On peut maintenant passer à la conclusion. Ah, 2022. Quelle année ce fut en termes de jeux de rôle. Alors oui, comme vous l'avez pu le remarquer, ce sont des jeux que moi j'ai découverts en 2022 et pas forcément des jeux sortis en 2022. Tout simplement parce que les jeux qui sont sortis en 2022, majoritairement, j'en ai pas lu parce que je les ai backés, mais ils sont pas encore arrivés ou ce genre de choses. Donc c'est un peu compliqué pour lire des choses vraiment l'actualité fraîche. Il y a des choses que j'ai lues en PDF qui sont pas encore arrivées en physique et tout. Et puis non, honnêtement, même parmi les choses qui sont sorties cette année, j'ai pas trouvé mieux que ces 5 là, même si j'ai dû faire un choix parfois un peu compliqué. Voilà, en tout cas, c'était mon top pour 2022. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'ai pas non plus voulu faire une vidéo de 3 heures pour un top 5. Il a fallu faire des choix et des fois j'ai dû tailler aussi dans les explications. Donc j'espère que ça a été quand même, j'ai quand même réussi à m'exprimer correctement. J'attends votre top à vous dans les commentaires, ça me ferait plaisir de lire ça. Et puis dites-moi aussi si ça vous plaît cette nouvelle façon d'enregistrer. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas la vidéo, ça vous dérange pas trop ? Moi en tout cas, je trouve ça assez cool à enregistrer juste à la voix, c'est plus simple pour moi quelque part. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez de l'habillage. Dites-moi si mes petites transitions jingle que moi j'ai trouvé marrantes à faire, dites-moi si ça vous a plu ou si ça vous a horripilé. En tout cas moi ça me fait, je trouve ça très cool. Mais avant de vous quitter, il y a une dernière chose dont j'aimerais vous parler. Wow, mais où s'arrêtera-t-il ? Bonus. Je voulais vous faire un petit bonus avant de vous quitter. Tout simplement parce que je voulais vous parler de la campagne Dragonlance qui est sortie en 5ème édition en fin d'année, là le 4 décembre de mémoire. Donc c'est une campagne que j'avais précommandée parce que Dragonlance et que j'aime bien le monde de Dragonlance, donc je voulais lire ça en 5ème édition. Je voulais voir comment ils allaient l'adapter. Bon, il s'avère que je suis vraiment pas convaincu pour mon usage personnel. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est une campagne qui correspond pas à mes goûts, à ma vision de Dragonlance et ce genre de choses, que je ne peux pas en apprécier les qualités. Ainsi, c'est une campagne que je trouve absolument parfaite pour un maître de jeu débutant qui voudrait se lancer en D&D 5ème édition. En tant que première campagne, je la trouve parfaite. Pourquoi ? Parce que vous avez un bouquin qui est 1. Pas forcément très cher, 2. Extrêmement bien présenté. On a un petit résumé de la campagne au début, voilà, les intrigues sont posées. On a la présentation du monde de Krynn qui est succinct mais suffisant, honnêtement. Vous avez une carte à l'intérieur qui est vraiment bien faite. Et aussi, la campagne est à la fois très dirigiste, du moins au début. Pour moi, c'est trop dirigiste, mais parce que je ne suis pas un maître de jeu débutant aussi. Donc elle est extrêmement dirigiste, ce qui permet à un maître de jeu complètement débutant de se faire ses premières armes. Il y a de bonnes intros aussi pour les personnages, vous explique comment introduire telle ou telle classe dans le monde de Krynn. Et puis petit à petit, la campagne commence à vous laisser un petit peu plus de liberté. Il y a un passage un peu en sandbox, voilà, qui arrive déjà un peu tard dans la campagne. Le tout mis ensemble, ça fait pour moi une excellente campagne pour un maître de jeu complètement débutant. Et donc voilà, je voulais quand même glisser un mot positif là-dessus. Je vous ai pas fait de retour sur cette campagne et je la ferai, honnêtement, je la ferai pas jouer parce que je m'y retrouverai pas. Puis j'ai pas forcément les joueurs pour. Et puis c'est pas une campagne qui me motiverait plus que ça. Je trouve qu'elle a d'autres problèmes. On en reparlera sûrement sur la chaîne. Mais malgré tout, je voulais quand même souligner que c'était une campagne parfaite pour un maître de jeu complètement débutant. Donc si jamais vous êtes un MJ complètement débutant et que vous posiez la question de quelle campagne pour commencer à Donjons Dragons 5ème édition, eh bien Dragonlance ce sera parfait et en ce moment c'est trouvable partout, à condition évidemment de pouvoir parler anglais. Voilà, c'est tout pour ce bonus. Donc la prochaine fois on se retrouve pour les flops et en attendant il ne me reste plus qu'à vous dire que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!